Alright, bienvenue à l'autre monde. Moses, demain matin, François Martineau au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Ah, il y a des trucs qui se disent aussi. Bon, on va faire la annonce. C'est chier d'y croire et puis de se mettre en action. Il s'agit d'y croire, il y a possibilité d'un autre monde. Eh bien, bonjour et bienvenue à votre cyber-revue de presse, L'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginand, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, mes chers amis, cette semaine, nous avons sur la table, évidemment, des nouvelles de l'actualité. On va parler brièvement des nouvelles les plus importantes concernant Fukushima, Japon. On va faire un petit tour, évidemment, sur l'économie, puis le Moyen-Orient. Sur le Moyen-Orient, il y a plusieurs sujets aussi sur la table qu'on risque d'avoir le temps de discuter si on est assez chanceux puis que je parle assez vite. On aurait l'Iran, l'Afghanistan, la Libye puis la Syrie à vous rapporter les nouvelles les plus importantes de la semaine. Alors voilà, c'est lancé. Alors voici l'édition du 26 mars 2012 qui est en cours. Alors nous allons commencer avec un sujet particulier. Vous allez voir, l'émission de cette semaine va être intitulée Le discours haineux, les actes haineux et l'indifférence. Alors ça tourne un peu autour de ça. Pourquoi je nomme cette émission ainsi, à ce moment-ci bien précis? Alors évidemment que ce n'est pas un hasard. On vient de passer la loi C10 ici au Canada qui met en place des mesures répressives, des mesures légales pour punir le discours haineux. Et puis en fait, on s'appuie à peu près sur de rien de précis. C'est très flou comme évidemment comme appellation. C'est un peu comme le terrorisme, lutter contre le terrorisme. On peut mettre n'importe quoi dans ce grand sac. Alors même affaire avec le discours haineux. Alors on décrit comme étant haineux à peu près ce qu'on veut. Alors réellement ce qui est contre les visées et puis l'agenda du gouvernement et puis des grands lobbies principalement. Donc ça va avoir un effet de censure importante sur le web qui est un outil qui fait énormément suer l'élite en ce moment. L'information qui circule à une vitesse phénoménale, exponentielle et virulente, disons-le, réellement sur l'Internet. Et puis qui tend à faire prendre conscience à la population d'un paquet d'enjeux très importants. Et puis là, on va essayer de classifier sous le discours haineux les actes, en fait, le discours haineux, même pas les actes en réalité, seulement que le discours. On est en train d'instaurer une police de la pensée. Et puis, suite à cette tragédie qui s'est passée en France, la personne qui a ouvert le feu sur des gens, des enfants d'écoliers, et puis dont quelques-uns étaient juifs. Alors, il y a tout ce débat-là qui a été remis
à jour et puis juste au bon moment pour Sarkozy qui est en période préélectorale. Alors voilà un bon moment pour réaffirmer, si vous voulez, selon ce qui voudrait avancer la population, sa pogne de fer sur le pays. Alors montrer des mesures répressives. Alors on a pu montrer la force. Si vous voulez, le gant de fer de M. Sarkozy à attraper le dangereux criminel et puis montrer que l'ordre règne en France. Alors, il y a toute cette histoire qui se développe en même temps en France qu'ici au Canada, alors qu'on vient de passer cette loi C10. Et puis Sarkozy qui a manifesté son intention de mettre en place des lois. Et puis ça va être des lois qui va faire risquer la prise, en fait la peine d'emprisonnement pour les personnes qui vont se rendre sur des sites qu'on va juger comme étant haineux. Donc, voyez la pente glissante, extrêmement glissante sur laquelle on commence à glisser de plus en plus, en accéléré. Et puis, c'est comique parce que je suis conscient que les dernières émissions, j'ai été assez direct dans mes analyses et puis à chaque émission on parle de des sujets qui sont extrêmement sensibles, qui sont amplement couverts par le droit à la liberté d'expression et qui ne sont pas du tout haineux. Mais évidemment qu'avec les nouvelles lois qui sont en train d'être passées en France et puis qui viennent d'être passées ici au Canada avec la loi C10, quand on s'attaque, puis encore là, s'attaquer c'est un bien grand mot, quand on énonce des faits, des informations qui sont rapportées bien souvent, je fais par exprès, je prends des informations qui viennent des médias israéliens. c'est sûr que c'est un peu difficile après ça de venir m'attaquer en disant que je suis un antisémite ou qu'on peut tenir des propos haineux parce que bien souvent l'information vient de sources israéliennes elles-mêmes. Alors c'est sûr que à ce moment-là c'est plus difficile, mais il reste quand même que quand on parle des Juifs, ou on parle des Israéliens, ça devient extrêmement sensible. Les gens ont la peau très, 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 très sensible quand on parle de ces sujets-là. Et puis, si on critique les politiques et les actes de l'État israélien, ou on critique l'idéologie du sionisme, eh bien, on risque fort de se faire taxer d'antisémitisme ou de tenir des propos haineux, des discours haineux. Bien souvent plus qu'à tort qu'à raison. Et puis, je fais aussi, comme vous allez voir très bientôt, je fais aussi exprès quand je vous rapporte des nouvelles qui sont critiques et puis qui viennent d'Israéliens eux-mêmes ou de Juifs eux-mêmes qui critiquent en réalité les politiques de l'État d'Israël et puis des actes de l'État autant politique que militaire israélien. Il faut savoir dissocier les deux, mais évidemment que les personnes qui cherchent à vous faire peur et puis à essayer de délimiter le débat, en fait de limiter les informations les plus importantes, on essaie de faire peur aux gens qui s'y connaissent peu. Et dès qu'on sort les gros mots comme antisémite, ainsi de suite, eh bien souvent on va réussir à faire peur à une grande partie de la population. Les gens ne veulent pas s'associer ni de proche ni de loin avec des gens qu'on dit antisémites. Vous pouvez être anti-musulman, vous pouvez être anti-russe, ça, il n'y a aucun problème. Je veux dire, les gens vivent très bien avec ça. Mais être antisémite, c'est vraiment un crime très important en ce moment. Puis, écoutez, là où je vais en venir avec tout ça, c'est que, étrangement, ces nouvelles lois qui sont censées être mises en place pour contrer les discours haineux
vous allez voir très rapidement, moindrement, que vous allez surveiller un peu ce dossier-là ou faire vos propres recherches. Vous allez vous rendre compte rapidement que elles sont là principalement, majoritairement, pour des cas d'antisémitisme. En fait, on en a pas grand affaire finalement des autres formes de racisme. Mais c'est surtout là pour finalement essayer de faire silence sur la critique contre l'État d'Israël. Mais c'est ça, c'est que les gens ont tendance à faire après ça des amalgames, ceux qui vont nous attaquer, nous taxer d'antisémitisme ou ainsi de suite, de tenir des discours haineux. Et puis on va mettre tout ça dans un même sac. Et puis les gens ne feront pas la distinction entre critiquer une idéologie, des politiques, des dogmes, des idées, avec du racisme pur, avec vraiment, comment je dirais, des propos ostracisants, des propos réellement haineux. Alors jamais ici sur l'autre monde, et puis c'est peut-être un conseil à tous ceux aussi qui finalement qui naviguent dans la sphère politique ou dans les forums sociaux, et ainsi de suite. Il faut faire bien attention. C'est pas parce qu'on critique les politiques de Washington qu'on est anti-américain. Hein? Il y a une différence entre être raciste et puis avoir des préjugés sur une population entière, une ethnie ou une religion, ou ainsi de suite, et une critique d'un État, d'un gouvernement, de des politiques, de des idéologies. Il faudrait savoir faire la différence entre toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Puis c'est là qu'il y a tous les problèmes, les nuances à faire ici sur l'autre monde réellement, puis vous l'avez vu depuis 2007. Jamais on a fait l'apologie de la violence, jamais on a fait l'apologie du racisme, jamais on a essayé d'ostraciser une ethnie ou une religion, peu importe. Dans le fond, la seule raison pour laquelle on fait cette émission-là, c'est pour vous apporter les informations pour que vous puissiez comprendre quels sont les problèmes pour pouvoir mieux les régler. Quand on parle de haine, de propos haineux, on va en parler tout le long de l'émission. Vous allez voir, je vais faire souvent des rappels par rapport à ça. C'est étrange comment que ceux qui voudraient nous accuser de tenir des propos ou des discours haineux, d'être antisémite ou d'être raciste ou ainsi de suite, bien souvent ceux qui vous accusent de ça sont ceux qui sont les pires racistes, qui sont les pires anti-ci, anti-ça, anti-humanité, anti-vie, extrêmement racistes, qui tiennent des propos haineux eux-mêmes, et non seulement tiennent des propos haineux, mais posent des actes haineux, et qui ont des conséquences parfois sur des masses, des populations entières, des pays en entier, des populations au complet. Et puis encore là, il faudrait faire la différence entre la haine qui est un sentiment qui psychologiquement est probablement le plus proche de l'amour, l'amour-haine. Encore quand il y a de la haine, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui nous dérange. Mais il n'y a rien de pire que l'indifférence. Tous les psychologues vous le diront. L'indifférence. L'indifférence peut vous briser un enfant pour le reste de sa vie. On réagit à la haine, on va isoler ça, on va haïr la personne en retour, on va prendre une revanche un jour, ça, on est capable de dealer avec la haine, on est capable de dealer avec l'amour. Mais l'indifférence, ça tue. Fait qu'on va parler un peu de ça, parce que quand on voit des gouvernements qui essayent de jouer la police de la pensée, en se promulguant quoi? Des gardiens de la moralité et puis de l'éthique, les gardiens des valeurs sûres, en vous jugeant, si vous promenez sur Internet et cliquez sur des liens et arrivez sur des sites qui jugent eux comme étant haineux, eux vont vous juger, eux savent mieux que vous ce qui est haineux, et ils vont vous poursuivre. Alors que ces mêmes gouvernements, qu'on parle autant des gouvernements que de la France,
de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, et ainsi de suite. Ces pays qui disent vouloir contrôler les discours haineux alors qu'ils portent des actes haineux eux-mêmes en supportant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En Libye, quand ils ont attaqué ce pays-là en sacrifiant la vie de 30 à 50 000 civils libyens, en larguant des bombes à uranium appauvri, radioactif, pendant des millions d'années, des milliards d'années, venant ainsi compromettre, défaire, anéantir l'héritage génétique, l'ADN ancestral que ces populations-là se transmettent depuis la fin des temps. On vient de condamner des centaines de générations à venir à une pollution radioactive parce qu'on disait qu'on voulait les libérer. On voulait protéger les populations contre un supposé boucher de Tripoli nommé Kadhafi. Voilà des actes haineux. Mais le gouvernement dit qu'ils vont vous surveiller si vous allez sur des sites haineux sur Internet. Comprenez-vous? Comment se fait-il qu'on retrouve des livres écrits par des rabbins israéliens sur comment tuer des goyim et puis influencer les gens? Puis vous avez une gang de rabbins israéliens qui défendent ce livre qui se base sur une défense basée sur la religion pour justifier le meurtre de tuer des non-juifs. Un livre qui a été écrit par un auteur qui s'appelle le rabbin Yitzhak Shapira, où lui décrit dans son livre que les non-juifs sont sans compassion par nature et puis ils devraient être tués pour courber leur inclination du mal. Evil inclinations. Inclinations. Hey, imaginez. Puis il dit, lui, si on tue des gentils qui ont violé une des 7 commandements, il n'y a rien de mal avec ce meurtre. C'est ce que Shapira insiste. Et puis il cite la loi juive comme étant sa source. Évidemment, il en fait une interprétation très sélective et il déclare que la justification pour tuer des bébés est très claire si en fait ils sont pour grandir et devenir des gens qui pourraient potentiellement si vous voulez blesser des juifs et que dans une telle situation ils peuvent être blessés délibérément et pas seulement durant un combat avec des adultes. Wow! Alors ça vient du Torah Am-Melech. Vous avez une vidéo là-dessus. Ça, c'est de la haine. C'est ça de la haine. C'est ça un discours haineux. Mais quand c'est eux autres, quand c'est anti-gentil, les goyim, puis ça veut pas dire, faites attention, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut savoir marcher la ligne correctement. Soyez bien clair dans votre tête. Il y a des gens qui croient à ça. Quelques personnes, je ne sais pas combien, quelques-unes, des centaines, peut-être quelques milliers, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que tous les Israéliens sont comme ça, tous les Juifs sont comme ça? Ben non. La même affaire que vous avez des radicaux complètement capotés musulmans, des Arabes complètement décalqués. Est-ce que ça veut dire que tous les Arabes et les musulmans sont comme ça? Ben non. Voyez-vous un peu le bon sens, là? Parce qu'on parle des musulmans, ça a du bon sens, mais quand on parle des Juifs, là, on n'a plus moyen de se parler. Vous avez des Russes qui sont complètement sanguinaires, des malades mentales. Ça veut-tu dire que tous les Russes en général sont comme ça? Ben non, évidemment pas. Vous avez des criminels de guerre comme Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Richard Pearl, toute cette gang-là. Netanyahou, Sharon, Sarkozy, Blair, Harper. C'est des criminels de guerre. OK?
Est-ce que ça veut dire que le peuple canadien puis tout le peuple américain, c'est des écœurants puis c'est des sales puis tout? Non. Évidemment pas. Évidemment pas. Il faut faire la différence entre les deux. Comprenez-vous? Vous avez un article ici de des artistes israéliens, par exemple, qui ont parti une campagne sur Facebook pour dire aux Iraniens que plusieurs Israéliens ne supportent pas la guerre et les menaces de guerre. Alors, vous avez Ronnie Edry puis Michael Tamir qui ont parti cette campagne qui s'appelle Israel Loves Iran, qui ont pour but de humaniser le peuple israélien pour les utilisateurs iraniens de Facebook et puis leur exprimer leur opposition avec leur gouvernement israélien puis son langage, son discours de guerre. Alors voyez que si vous avez des fous comme Netanyahou au pouvoir, ou des groupes terroristes comme l'ADL qui ont été déclarés des groupes terroristes par le FBI aux États-Unis, ça ne veut pas dire que tous les Israéliens puis les Juifs, c'est des fous, c'est des malades mentales, là. OK? Au contraire, si j'aimerais bien arriver à quelque chose, c'est de diffuser une bombe à retardement qui risque d'exploser à la face de toutes ces bonnes personnes qui sont en Israël et tous ces bons juifs. Parce qu'avec le discours que Netanyahou tient sur la place publique internationale, et une attaque potentielle sur l'Iran pourrait évidemment enflammer la planète en entier d'une vague d'antisémitisme réel. OK? L'État d'Israël était supposément pour être établi pour devenir un genre si vous voulez, de lieu de protection, une place où les Juifs pouvaient se réfugier et être en sécurité. Mais c'est en train de devenir au contraire une place qui pourrait être la plus grande menace pour les Juifs. Imaginez l'ironie de tout ça. C'est capoté. Comprenez-vous que la prochaine vraie vague, là, pas des fausses vagues là, inventées, là, la prochaine vraie vague d'antisémitisme réel pourrait être causée par les actes des leaders sionistes d'Israël. C'est ça la réalité. Comprenez-vous un peu plus la situation là où j'essaie d'en venir avec le discours haineux? Vous avez des gens, ok, écoutez, voyez ça, des soldats israéliens ont tiré dans la figure avec une de ces balles en caoutchouc, directement dans la figure d'un enfant de 15 ans, à une distance de 20 mètres, durant des démonstrations qui ont eu lieu dans le village de Cisjordanie de Nebi Saleh. Le petit gars se l'est pris dans le joue et c'est allé évidemment au travers, laissant un large trou dans sa joue. Quand même, est-ce que vous croyez que ces actes ne sont pas haineux? C'est ça, à un moment donné, qui n'a plus d'allure. Ça n'a plus d'allure quand vous vous retrouvez avec un ambassadeur israélien du nom de Michael Oren, et qui écrit un article parlant du besoin grandissant d'investir dans 10 dômes de fer. Alors, c'est quoi ça, le Iron Dome, des batteries anti-missiles. Alors, on en a installé une autour d'Israël à grands frais des Américains, et puis là, ben, on en veut 10 autres. Combien ça coûte? 50 millions chaque. Alors, vous avez le déficit fédéral aux États-Unis qui est en train d'exploser. Les infrastructures américaines sont en train de s'écrouler. Vous avez la pauvreté infantile, l'instabilité dans la nourriture, les vétérans américains qui sont la plus grande partie de la population des sans-abri qui couchent dans les rues. Et puis, l'administration Obama qui devrait donner un système de défense missile à Israël pour le coût d'environ un demi-milliard de dollars. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas un problème ici?
Il n'y a pas un problème ici, on parlait de haine et d'indifférence. Est-ce que c'est pas un problème d'indifférence? Quand vous avez la plus grande partie de la population des sans-abri qui sont des vétérans de guerre, alors on envoie ces gens-là comme de la chair à canon pendant plusieurs tours au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan. Ils reviennent, pouf, on les abandonne, ces gens-là finissent dans la rue. Incroyable. Des actes haineux, est-ce que ce ne serait pas de ces colons juifs ici? Encore là, est-ce que c'est de tout le peuple comme ça? Bien sûr que non. Mais vous avez quand même de ces colons juifs qui volent non seulement des terres palestiniennes, mais ont volé aussi des sources d'eau palestiniennes. Alors vous avez, ça vient de qui? Écoutez, est-ce que ça vient de sources antisémites? Ben je sais pas, là, ça vient des Nations Unies. L'Office de la coordination des affaires humanitaires, qui, elles, ont fait un genre de sondage. Pas un sondage, en fait, on a répertorié 530 points d'eau, en fait, des sources d'eau dans la Cisjordanie, et on a trouvé que 30 de 30 de ces sources étaient contrôlées par l'armée israélienne, ont été volées à les gens qui habitaient là, des Palestiniens. Alors on leur vole leurs sources d'eau. N'est-ce pas incroyable? Alors vous avez 26 autres points d'eau comme ça, où les colons juifs ont menacé les gens d'en prendre contrôle. N'est-ce pas incroyable? Donc, c'est de là que vient toute, si vous voulez, cette nuance à faire quand on dit vouloir surveiller votre discours haineux, puis quand on voit des actes haineux qui sont passés comme ça. Alors, regardez un autre cas ici, au Québec. Les manifestations monstres étudiantes qui ont eu à Montréal, entre 150 et 300 000 manifestants qui étaient au rendez-vous jeudi dernier. Des centaines de milliers d'étudiants qui ont marché à Montréal pour protester contre la hausse des droits de scolarité. Quand même assez incroyable. On demande un débat, on demande au gouvernement Charest d'entamer une conversation, d'ouvrir le dialogue, une ligne de dialogue. Qu'est-ce qu'on a en retour? Une indifférence. Charest qui a déclaré, puis vous pouvez lire ça dans les journaux, a déclaré aux étudiants, écoutez, il est pas mal trop tard, vous avez manqué le débat il est fini, on est déjà prêt à la décision. Excuse-moi, mais le débat, il a eu lieu quand? C'est parce que moi, j'ai pas reçu une note par la malle. Je pense pas qu'il y ait aucun étudiant qui a reçu une note par la poste leur disant qu'on avait un débat qui était en cours. Alors, on a eu un débat qui a été débattu entre des murs à quelque part dans la capitale, sans la population, et puis après ça, on nous dit qu'on a manqué le débat. Les autres sont arrivés avec la décision, clac, on va monter les frais. On va monter les frais de... Écoutez, c'est quoi, 300 quelque chose, 350 $ par année sur 5 ans, pour un total de quelque chose comme 1600 $ de plus par année. Alors qu'on voit déjà la dette étudiante augmenter. Puis la décision est déjà prise. Mange la marde. Charest reste inflexible, non seulement inflexible, mais complètement indifférent, on s'en fout. En fait, c'est bien pire que ça. Écoutez, là, on va monter de 200$, ici la cotisation pour le système de santé qui est digne. Puis écoutez, là, c'est pas pour dire un commentaire descendant, si vous voulez, ou quoi que ce soit, là, mais je veux dire, c'est pire que le tiers-monde, là, le système de santé ici, là. Je veux dire, en Asie, j'ai passé une dizaine d'années en Asie, j'ai jamais attendu plus que 30 minutes dans un hôpital avant de me faire soigner, pour des frais de 30 à 40$ maximum. Ici, vous avez le doigt qui pend. Le doigt qui pend. Vous êtes coupé, vous avez le doigt qui pend. Vous arrivez dans le milieu de la nuit, on vous dit qu'il n'y a pas de docteur dans l'hôpital. Ça m'est arrivé, ça, là. Ça m'est arrivé, c'est pas des histoires. Pas à moi, à mon ancienne blonde. Ma petite copine qui arrive à l'hôpital, claque le matin, il n'y a pas de docteur dans l'hôpital. Où vous allez attendre pendant 8 heures. Vous avez un os cassé. Vous allez attendre 8 heures. On vous chargez 200$ de plus par année pour cet excellent service.
on va monter la taxe sur le pétrole, on va augmenter la taxe sur la vente. Écoutez, on va venir chercher 3 milliards de dollars de plus dans les poches des Québécois. Le gouvernement vient se chercher 3 milliards de dollars dans les poches des Québécois. 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars de moins dans les poches, de moins en circulation. Zoup, qui disparaît. On s'en va pas trop, on sait pas trop où. Dans les poches de whatever, secteur corrompu de l'économie, Big Pharma, médicaments. Vous avez la moitié de l'État qui part, de l'argent de l'État qui part dans le système de santé qui ne fonctionne pas du tout. Ça va partir dans les contrats de construction gérés par la mafia à Montréal. C'est vous qui payez. Voilà l'indifférence. Voilà l'indifférence. Mais hey, on parle de discours haineux ici et d'indifférence. N'est-ce pas là une indifférence d'une population entière? Une population qui s'appauvrit de 3 milliards de dollars. Mange de la marde, c'ti. Mange de la marde. Pendant ce temps-là, on dit aux étudiants, hey, faites-vous-en pas, on va augmenter les prêts et bourses. Ah oui, on va augmenter les prêts et bourses. On va pas augmenter les bourses, ça c'est certain. Les prêts vont augmenter, ça. Parce que ça, c'est un beau marché. Hein? On pogne des étudiants bien à la gorge. Quand ils sortent là, de leur étude, ils doivent 20, 30, 40 000. Aux États-Unis, c'est bien plus que ça encore. Une université peut coûter 20, 30 000 par année. Hein? Alors, ben voilà, aux États-Unis, ben, vous avez un taux d'endettement chez les jeunes Américains, ceux qui finissent leur étude, incroyable. OK? Elle a tellement augmenté cette fameuse dette, cette dette étudiante, elle est passée de 97 milliards de dollars. Écoutez les chiffres, là. 97 milliards de dollars en 1997. Elle a augmenté à 870 milliards de dollars selon les rapports conservateurs de la Fed. Aujourd'hui, elle se rapproche du... En fait, on rapportait la semaine passée, alors on voit que selon les chiffres, on se rapproche, ou on l'a déjà passé, le cap du trillion de dollars, du 1000 milliards de dollars de dette étudiante. Ah, quelle belle façon de contrôler une population. Elle n'a même pas commencé à travailler déjà endettée. Incroyable. Quel outil d'esclavage. Incroyable. Ouais. Ça, c'est comme ça qu'on traite les étudiants. C'est pas simplement... Vous avez une nouvelle ici qui est sortie. Un étudiant brésilien qui a été tué à Sydney par les forces de la police. On a utilisé le taser. Pow! Le jeune homme s'est écroulé et ne s'est pas relevé. Comme ça qu'on traite la population. Après ça, ben voilà. Les Égyptiens lancent une campagne pour répudier la dette de Moubarak, qui est une dette odieuse. Des dettes qui sont montées par des régimes ou par des gouvernements, des politiciens qui sont en place et qui ne sont pas pour le bien de la population en général. C'est ça, des dettes odieuses. Ça veut dire que les dettes odieuses, c'est la dette de 600 milliards ici qu'on a au Canada. C'est la dette de, mon Dieu, officiellement, c'est 15 trillions de dollars aux États-Unis, mais les vrais chiffres, c'est autour de 100 trillions. Même affaire dans tous nos pays occidentaux. Et puis là, ben, vous avez évidemment les banquiers du FMI qui, évidemment, ont très peur. Évidemment, si on est pour répudier cette dette-là, ouais, voyons donc, on ne va pas réussir à tenir l'Égypte par la gorge. Alors, pourquoi ne pas laisser les banquiers internationaux comme ceux du FMI puis de la Banque mondiale qui ont prêté cet argent à ce dictateur de Moubarak? Vous voyez un peu hein, l'éthique incroyable de ces... Parlez-moi d'un acte haineux, d'indifférence à la population. Vous passez de l'argent à un dictateur qui pratique la torture et la répression brutale de son propre peuple. Ah, mais c'est un ami de Washington puis un allié d'Israël, fait que c'est pas grave, ça. Mais on va vous faire la morale quand vous critiquez les politiques d'Israël,
Vous êtes un maudit antisémite. Alors vous avez ces banquiers-là qui avaient passé de l'argent à Moubarak. Eh bien, laissez ces banquiers aller le collecter à Moubarak. L'Argentine a fait la même affaire dans les années 90. Et puis, il pourrait se passer la même affaire au Pakistan, aux Philippines, même en Inde. Alors, ça s'est déjà fait. L'Argentine l'a fait. Il est temps qu'on le fasse. On se demande comment ça se fait qu'on doit subir maintenant des mesures d'austérité partout dans nos pays. On n'a pas besoin de subir des mesures d'austérité. On vit dans un système bancaire, un système financier qui est basé sur la dette. Hein? Il est basé sur la dette. Alors, il y a besoin de plus de dette à la base du système pour qu'il fonctionne. Alors qu'on arrête de vivre dans ce système, qu'on le répudie, qu'on commence à utiliser de la vraie monnaie qui est produite et frappée par le gouvernement, par notre banque centrale contrôlée par le peuple, et non les banquiers privés. On peut le faire, on doit le faire. On n'a pas à payer ça. On paye des milliards chaque année pour payer seulement que les intérêts sur une dette qui est fictive. On a assez d'argent pour plaquer hors tous les ponts et les autoroutes. On a tellement d'argent dans nos pays, tellement d'argent, tellement de milliards qui part sur les services d'une dette fictive, qu'on en aurait assez pour ne plus payer d'impôts et de taxes de toute notre vie. C'est pas une utopie, là. C'est possible demain matin. On voit de plus en plus mises à jour les connexions néfarieuses. Vous avez Amnesty International ici, les masques qui tombent. Vous avez des gens qui ont travaillé pour l'administration d'Obama et de Clinton, qui a été l'aide de Hillary Clinton, qui ont mis en place, planifié des politiques comme en Syrie, en Iran, en Libye, au Kosovo, en Bosnie. Une dame qui s'appelle Susan Nossel. Elle a aussi travaillé pour Bertelsmann Media, le plus grand média, la plus grande corporation médiatique en Europe, le Century Foundation, le Center for American Progress, et puis le Council on Foreign Relations, des organisations pro-israéliennes. Elle a inventé un terme qui s'appelle les révolutions colorées, un système pour faire tomber des régimes sans avoir recours à la violence. Alors, on a vu ça se passer dans une multitude de pays, particulièrement dans les pays de l'Est. Et puis, écoutez, cette personne-là vient d'être nommée comme étant un leader très important pour Amnesty International. Ouais. Il n'y a pas de biais là, j'imagine. Ben non, c'est pas extrêmement biaisé. Voilà un exemple. Alors, le gouvernement veut vous surveiller, veut vous juger, veut jouer la police de la pensée, de la moralité, par rapport à ce qui devrait constituer un discours haineux. Mais vous avez Obama qui signe des ordres exécutifs qui lui permettent de prendre contrôle de toutes sortes de libertés en cas de guerre ou d'urgence aux États-Unis, alors qu'il permet la nationalisation d'à peu près n'importe quoi, même en temps de paix, s'il le désire. On peut restreindre le voyage des civils. On peut rationner la nourriture. Mettre des restrictions sur l'utilisation de l'eau, même sur les puits à la maison, les puits privés appartenant à des gens. Rationaliser les médicaments, incluant les vitamines, ainsi de suite. On peut collectiviser des fermes. On peut prendre contrôle de toute la production d'énergie, même des unités solaires, des panneaux solaires sur vos maisons, chers Américains. On peut placer des civils en programme d'entraînement militaire. On peut même vous forcer à travailler sans compensation. Et tout ça, pas seulement qu'en temps de guerre, mais aussi en temps de ce qu'on appelle National Emergency. Alors en état d'alerte, en état d'urgence nationale. Alors vous voyez un peu le genre de contradiction, la dichotomie ici. Vous
voyez l'état policier, vous avez des vidéos ici, écoutez, c'est ABC aux États-Unis, là. Vous voyez le genre de source que je vous rapporte, là? Un homme qui a été arrêté aux États-Unis pour avoir pointé de son doigt à les policiers. En fait, un pointé. Apparemment, selon les policiers, il aurait fait le signe d'un fusil. Hein, donc, avec le pouce et l'index. Aurait dirigé sa main vers les policiers. Et puis, le monsieur, lui, nie totalement l'affaire. Il dit, écoutez, il dit, moi, j'ai pris un paquet de cigarettes. Je me suis allumé une cigarette avec mon briquet ici. Et voilà, clac. Alors, on parle que le gars ait raison ou pas, que la police a la raison ou pas, là. On commence à arrêter des personnes aux États-Unis pour des gestes qu'ils font avec leurs doigts en face des policiers. Ouais. On veut mettre en place un nouveau système de Big Brother de reconnaissance faciale, un système qui pourrait scanner plus de 36 millions de figures, de faces, par seconde. Ouais. Alors, voyez tout ce qui est en train de se mettre en place rapidement. Une industrie de surveillance qui est en pleine croissance, qui est prédateur, qui se nourrit de la peur et de la paranoïa qu'on fait monter dans la population américaine et dans nos pays, instillée par le gouvernement à travers des départements comme le Homeland Security et les médias, qui vous épeurent avec un paquet d'affaires. Alors qu'on met en place des systèmes pour vous surveiller. Alors imaginez, dans 10 secondes, on pourrait comparer votre figure à celle de tous les Américains, les 350 millions d'Américains qui existent, et plus, en fait c'est plus que ça. On verra ça, en tout cas. Donc vous voyez, des nouvelles extrêmement alarmantes qui sont publiées, où on apprend que le gouvernement fédéral va acheter tous les surplus de munitions, demandant même aux magasins de possiblement cesser d'en vendre. Alors, selon une source anonyme du gouvernement fédéral, on est en train d'acheter toutes les munitions des magasins de surplus de militaires, là, hein, des surplus militaires qu'on appelle. Là. Et puis, certains ont même reçu apparemment les instructions de cesser les ventes de munitions au public. Alors, on a acheté pour des centaines, écoutez, en fait, je pense que c'est 450 millions de munitions que le gouvernement est en train de s'acheter. Ça pourrait être une façon de, évidemment, faire monter les ventes de munitions. Évidemment que les fabricants d'armement sont extrêmement contents. Mais il y a aussi de quoi d'assez particulier. On dirait que le gouvernement est en train de se préparer à quelque chose. Ici, vous avez Ruger, qui est le quatrième plus important fabricant de fusils aux États-Unis, qui lui a cessé de prendre des commandes parce qu'il ne peut pas remplir, en fait, subvenir à la demande. Imaginez le nombre d'armes qui sont vendues et de munitions qui sont vendues aux États-Unis en ce moment. Alors, vous avez comme une genre de course à l'armement. Vous avez le gouvernement d'un côté, le gouvernement fédéral qui est en train de s'armer jusqu'aux dents. Et puis, vous avez le peuple américain qui est en train de s'armer jusqu'aux dents aussi. Un point tel que là, on commence à paranoïer d'un bord puis de l'autre. En fait, le gouvernement est en train de paranoïer pas mal parce que là, il s'aperçoit que la population est en train de se préparer à quelque chose. Les Américains, il y en a une grande partie, en tout cas des dizaines de millions d'Américains qui sont fortement conscients qu'il y a une tyrannie là, qui est en train de prendre forme chez eux-mêmes, à la maison. Là, vous avez ici un instructeur certifié en tir, en manipulation des fusils, qui travaille aussi pour le Homeland Security. Qui déclare de quoi d'assez intéressant. C'est qu'aux États-Unis, si vous allez voir votre docteur, vous vous faites poser de plus en plus la question, puis écoutez, c'est assez incroyable,
si vous avez un fusil à la maison, et puis s'il est armé. On veut savoir ça. Quand même assez incroyable. Puis vous voyez que c'est des sources, des gens qui sont sur le programme gouvernemental de Medicare. C'est-à-dire que le gouvernement veut savoir, c'est le gouvernement qui requiert que ces questions soient posées à ces gens, et puis probablement à n'importe qui d'autre aussi, qui passe entre les mains du docteur. Et puis, on demande cette question aux gens. Quand même assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez le Mexique qui se prépare pour une visite papale. Et puis des millions de visiteurs qui se préparent à y aller. Écoutez, ça aussi c'est assez particulier, là. On est en train de se préparer pour de la visite et puis 3 millions de personnes qui pourraient être rassemblées dans ce coin-là. Le pape qui va voyager au Mexique et puis après ça à Cuba. Vous avez le pape qui a été aussi invité à visiter l'Iran, mais n'a pas encore accepté. Un genre de voyage assez dangereux, disons. Et puis après ça, on entend parler que le Hezbollah serait sur la frontière mexicaine. Ben oui, vous avez des médias qui nous disent ça, puis des officiels aux États-Unis. Hey, le Hezbollah, ils ont pris des billets d'avion, là, ils ont pris un avion. On a fait un petit voyage au Mexique. Hein, ça fait griller à Quen, on est bien. Et puis là, selon le chef Michael Brown de la DEA, l'Iran serait en train de supporter ces Hezbollah mexicains. Hein? Vous avez les sources ici, en plus on dit ça, c'est CNS News. Et puis on a dit que après ça, dans les nouvelles, encore là, vous avez Peter King. Hein? Peter King qui est un important dans les médias américains, lui a déclaré qu'il y aurait des centaines d'agents du Hezbollah en Amérique qui sont déjà sur le terrain, prêts à commettre des actes de terrorisme. On est en train de préparer la population exactement de la même façon qu'on l'avait fait avant le 9/11. Alors, vous l'avez directement là. Vous avez le Hezbollah supporté par les Iraniens et puis le pape là-bas au Mexique. Le lieu où le Mossad aime jouer avec des choses qui font baboum. Et puis là, soudainement, on se retrouve avec un genre de setup assez parfait où on pourrait avoir un fou, assassin, solitaire, iranien, Hezbollah, Hamas, arabe, musulman, qui pourrait tirer dessus le pape, et puis possiblement déclencher une guerre entre les chrétiens et les musulmans, alors qu'Israël pourrait après ça s'asseoir tranquillement et puis rire, alors que ses ennemis, imbéciles et naïfs qu'ils sont, essaieraient de se nettoyer, de s'annihiler de la face de la planète. Un scénario que Michael Rivero a énoncé sur son site et puis qui vaut la peine d'avoir à la conscience. S'il arrive de quoi de la sorte, ben au moins vous aurez été préparé. Alors, des genres de nouvelles comme ça. Pendant ce temps-là, on apprend que vous avez le Department of Homeland Security, le DHS, encore là, ont suivi, espionné le mouvement Occupy Wall Street. Alors, donnant à des officiels des mises à jour régulières, quotidiennes, à propos des manifestations qui prenaient place partout à travers le pays. Et on rassemblait du renseignement sur ces groupes, ainsi de suite. Alors, vous voyez comment la population est espionnée. De toute façon, selon eux autres, vous avez un article ici qui parle bien de ça, mais c'est vraiment le cas. Écoutez, vous avez le Homeland Security aux États-Unis qui constate qu'à peu près tous les mouvements du corps sont une indication d'un terrorisme potentiel. Alors, c'est basé sur quoi cet article-là? Ben, c'est des écrits, même c'est des documents que l'Homeland Security publie et distribue dans les corps policiers, un peu partout, ainsi de suite. Alors, on est en train de mettre en place une genre de paranoïa aux États-Unis, à un point où ça en devient complètement absurde. Alors, écoutez,
si vous avez les yeux largement ouverts, si vous fixez sur quelqu'un, si vous avez un regard froid, si vous avez l'air dans la lune, si vous bâillez de façon exagérée alors que vous êtes engagé dans une conversation, c'est incroyable. Si vous vous touchez répétitivement la figure, si vous avez un taux de respiration trop élevé, ainsi de suite, ben là, c'est tous des signes selon eux autres que vous êtes un potentiel terroriste. C'est ridicule, là. Finalement, tout le monde est un potentiel terroriste. Vous voyez un peu. Euh, Pendant ce temps-là, ben, vous avez the National Defense Authorization Act qui vient de détruire 3 des 10 garanties de la liberté de la Constitution aux États-Unis, créant un nouveau système américain de la justice où on n'a plus besoin de monter des charges, en fait des accusations, on n'a plus besoin de tenir un procès, on n'a plus besoin d'avocats, de la défense, ainsi de suite, on n'a plus besoin de jurés, on s'en va directement à l'exécution. J'en ai parlé plusieurs fois sur l'émission. C'est ces gens-là qui disent être mieux placés que vous pour décider de ce qu'est la haine, un discours haineux, du racisme, ainsi de suite, et de vous mettre en prison pour ça. Vous avez l'administration Obama qui a résurrecté un programme, j'en ai parlé la semaine passée, Total Information Awareness, qui est un programme où on mine des données. En fait, on vient chercher des données partout sur vous, sur vos allées et venues sur l'Internet, GPS, ainsi de suite, vos conversations téléphoniques, vos courriels. On se retrouve avec un autre sujet ici qui s'en vient, si on les laisse faire, c'est ces fameuses chips RFID qu'on veut mettre partout, vos cartes de crédit, dans votre passeport, dans vos plaques d'immatriculation de votre véhicule. Et puis, à travers ça, on va être capable de vous suivre après ça via satellite, savoir exactement où vous êtes en temps réel, partout, en tout temps. Incroyable. Ça s'en vient, ça, là. C'est pas des affaires dans le futur lointain, là. C'est en train de se faire. Vous avez Russian Today qui a eu un blackout temporaire qui a été décrite par YouTube comme étant une erreur technique. Alors on voit que quand RT, comme les autres canaux sur YouTube, les médias alternatifs, quand on parle de sujets qui sont vraiment importants, ben oups, soudainement, les réseaux tombent à mort. Quand même assez spécial. On veut vous espionner de toutes sortes. Je veux dire, on peut pas fumer de la marijuana parce que vous avez des lobbyistes qui sont riches, qui deviennent riches en faisant la guerre contre la drogue. On apprend ça ici dans cette nouvelle. On apprend que les gens font bien de l'argent avec le gouvernement fédéral pour essayer de fermer l'industrie de la marijuana en Californie, ne serait-ce que la marijuana médicale. OK? On fait de l'argent. On se fout, hein, l'indifférence de votre santé, ainsi de suite. On avait parlé la semaine passée, j'ai vu d'autres reportages à la télévision aux États-Unis, donc c'est bel et bien vrai. Vous avez des appareils qui, là ici on parle d'une HD TV, hein, une TV HD, la haute définition, de Samsung, qui pourrait collecter des informations pour avoir des yeux et des oreilles sur ce qui se passe chez vous. Alors, peut collecter de l'information chez vous. Alors, on peut utiliser surtout les appareils qui vont se connecter avec l'Internet, alors sans câble, là, Wi-Fi. Alors, vous avez des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, vous avez des télévisions, ainsi de suite, qui vont être capables de communiquer avec Internet par eux-mêmes et envoyer de l'information. OK? Des TV qui vont être capables de scanner votre figure. Non, ce n'est pas un film de science-fiction dont je vous parle. Est-ce qu'on va avoir des personnes qui vont être capables de vous écouter via des microphones ou une connexion Internet? Est-ce qu'on va emmagasiner cette information-là, cette information extrêmement personnelle? Est-ce qu'un hacker peut intercepter ces données-là ou utiliser les caméras qui sont construites dans vos écrans, vos moniteurs d'ordinateur et de télévision?
Alors voilà comment que cet état total de tyrannie, de surveillance est en train de s'installer. Il y a beaucoup d'exemples de la sorte. Le FBI et le Homeland Security ici qui ont été pris la main dans le sac à espionner des visiteurs sur un site internet qui s'appelait ici dans ce cas-ci Survival Blog, un site qui parlait de se préparer, là, de survie, et ainsi de suite. Et puis qui était surveillé par des agences fédérales qui suivaient, qui traquaient ses utilisateurs. On plaçait des tracking cookies, hein, des cookies, et puis on les surveillait après ça. Quand même assez spécial. Quand vous avez un gouvernement fédéral qui suit vos activités sur l'Internet, ainsi que les autres visiteurs d'un site. Alors c'est quand même assez incroyable, comme je vous dis. On entend encore parler de la fraude électorale ici aux États-Unis. De plus en plus d'Américains qui abandonnent leur citoyenneté, beaucoup plus que ce qui est rapporté. Alors vous voyez que les gens commencent à se rendre compte que, commence à être temps de sacrer leur camp. La fenêtre est en train de se refermer, puis ceux qui vont être pris aux États-Unis, si la tyrannie continue de s'installer, vont être pris là. L'indifférence, la haine, on en parle. Un mystère de 50 ans qui a été résolu ici. On l'appelait le pain maudit du pont Saint-Esprit. En France, on vient d'apprendre pourquoi que des résidents avaient souffert d'hallucinations graves. Après, on a découvert que on avait eu des expérimentations de la CIA qui avait mis du LSD dans son pain, dans le pain qui était distribué après ça des gens qui étaient là. Des expériences qui ont été faites aux États-Unis, ici en Montréal aussi. Pas dans le pain nécessairement, mais sur la population. Non consentante, non informée. Tester toutes sortes d'affaires comme ça, ces populations. Mais on vient vous parler, faire la morale avec le discours haineux. Parce que vous osez vous poser des questions, vous osez critiquer des choses, vous osez révéler des informations qui sont factuelles. Puis là, on parle tout de ce cas-là en France. Mohamed Merah, d'origine algérienne, résident de Toulouse, qui a abattu 3 personnes, 3 enfants. On a parlé d'un monstre qui était en liberté, qu'il fallait trouver, qu'on a finalement abattu. C'est incroyable. Sarkozy qui a tout simplement gelé la France, déclaré quasiment l'état d'urgence. On a tout mis en place. Écoutez, on l'a appelé le monstre, comme c'était... c'est terrible, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas terrible, là, mais je veux dire comme c'était l'événement le plus sérieux qui venait de se produire depuis des décennies. Mais c'est comique comment que 9 enfants tués par un soldat américain ou des soldats américains en Afghanistan la semaine dernière n'a jamais reçu cette couverture médiatique. Jamais autant reçu de couverture médiatique que ces 3 enfants en France. C'est bizarre, hein? Alors, quand on tue des enfants, en fait, dans ce cas-ci, même 3 fois plus d'enfants en Afghanistan, écoutez, c'est un accident, là, c'est des choses qui arrivent, là. Hey, vous allez voir dans les nouvelles de l'Afghanistan, là, le gouvernement américain, Obama, a décidé de donner 50 000 aux victimes, là, aux familles des victimes. Hey, écoute, là, 50 000, on va leur fermer la gueule, là. C'est pas des affaires bien graves. Mais on a fait une chasse à l'homme. On a mis en place tous les moyens, toutes les forces nécessaires pour arrêter ce monstre qui a tué 3 enfants en France. Je vous avais donné souvent cette analogie-là. Comment on tuait des centaines et des centaines de civils innocents, des femmes, des enfants, des vieux, des hommes, n'importe qui, des gens, ciboles. Quand on tue avec des drones, on largue des bombes comme ça sur des villages, et puis on tue des dizaines et des dizaines de personnes en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen, au Pakistan. Semaine après semaine, je vois des nouvelles. Est-ce qu'on appelle ces gens-là des monstres? Est-ce qu'on met tout en place le système pour arrêter ces monstres? Ben non. Hey, on s'en calisse. Après ça, écoutez,
Vous savez, l'histoire qui change, ce qui la rend bien suspecte encore, qui fait tout croire encore une fausse attaque, une affaire montée de toutes pièces, où on apprend, en fait, on voit aller l'histoire officielle qui, comme dans toutes les histoires qui ont été manigancées par les services secrets, ou le Mossad, ainsi de suite, les forces du gouvernement, services des agences du renseignement, de la police secrète, ainsi de suite. L'histoire qui ne se tient pas debout, alors la version doit changer continuellement. Alors, ce supposé monstre, apparemment qui avait été enfermé en prison, apparemment qui se serait déplacé au Pakistan et l'Afghanistan, lui aurait voulu prendre sa revanche contre l'implication militaire française dans ces régions-là. Et puis apparemment que ce gars-là avait été enfermé dans une des prisons. Et puis là, ben, on apprend d'un officiel des services du renseignement au Pakistan, qui a décliné d'être identifié, a déclaré que Mehra n'avait jamais été arrêté dans ce pays-là, qu'il n'avait aucune information à son sujet. Oups, là, vous voyez l'histoire qui commence à se défaire. Les mensonges qui commencent déjà à être révélés. Évidemment qu'on s'est assuré que cette personne-là n'est pas être capable de donner sa version des affaires. On l'a tué. Alors, on fait bien attention de ne pas prendre ces personnes-là vivantes et puis de leur faire un jugement. Ben non, on les élimine directement. C'est bien plus pratique comme ça. Un coup que cette personne a été convenablement éliminée, avant qu'elle ne puisse challenger la version officielle, ben là, les choses sont beaucoup plus faciles. Hein? Alors qu'on apprend que vous avez les services du renseignement de la France, et on apprend du ministre de l'Intérieur, Claude Géant, ou Guéant, je ne sais pas comment on le prononce, là, je pense que c'est Guéant, que cette personne-là était suivie depuis des années. Ah bon? Ah bon? OK. Ah ben là, c'était tard. Là, on commence à avoir un... Ah là, donc là, on savait qui était ce gars-là, il était suivi par les services de renseignement. Ah ben voilà, là OK, on commence à connecter les services secrets là-dessus. C'est intéressant. Est-ce qu'on est en train de voir le retour de Gladio, puis une renaissance de la terreur sous le tyran français Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Gladio 2.0 qui est en motion? Est-ce qu'il s'agit d'une fausse attaque terroriste israélienne? Parce que l'on a appris par la presse israélienne qui a rapporté que Mohamed Merah avait voyagé en Israël dans le passé. On a, selon les rapports des nouvelles israéliennes, appris que le passeport de Merah contenait des étampes israéliennes, donc il avait voyagé, et que le but de sa visite était non connu. Alors, ouais, intéressant. On apprend que le supposé tueur de l'Al-Qaïda avait des liens avec les autorités françaises. Ouais, il a été questionné par les services de l'intelligence aussi récemment qu'au mois de novembre 2011, alors qu'on lui a demandé d'expliquer ses voyages qu'il avait faits en Afghanistan ou au Pakistan. Et puis on lui a laissé la liberté de partir par ces questionneurs des services d'intelligence français. Alors, quand même assez particulier. Alors on a ce gars-là qui avait l'air d'un gars bien ordinaire, probablement qui s'est fait prendre dans une trappe, sans le savoir, ou on ne sait pas trop encore. Un gars qui parlait supposément de voitures, de motos, de femmes et de sport. Alors pourquoi que les services d'intelligence disaient qu'ils avaient ce gars-là sur leur radar? Évidemment que l'histoire selon laquelle il voulait prendre sa revanche après ce qu'il a vu alors qu'il était emprisonné en Afghanistan,
s'est effondré avec la révélation qu'il n'a jamais été emprisonné en Afghanistan. En fait, qu'il était toujours en France durant ce temps-là, durant le temps qu'il se disait en Afghanistan, en prison. Alors, de plus en plus, tout cela a l'air de ce qu'on appelle en anglais un patsy. En fait, c'est quelqu'un qui se fait avoir. Un genre de proxy, une personne qui se fait avoir dans une opération pour bâtir de la sympathie pour Israël. Un genre de wag de dog pour pour enlever, si vous voulez, le focus des médias sur le massacre des 6 civils, dont 9 enfants, par les Américains en Afghanistan, plus tôt ce mois-ci. Donc, il faut voir dans toute cette histoire-là aussi qui bénéficie de tout ça. Hein? Avec les élections qui s'en viennent, évidemment que la seule réponse logique, c'est le président Nicolas Sarkozy, qui aussi, faut bien le rappeler, est très très massivement, généreusement pro-israélien dans sa politique étrangère. Donc, évidemment que Israël ne veut évidemment pas supporter, ne veut pas avoir en fait un support diminué à travers les élections, par exemple de Marine Le Pen ou de François Bayrou, ou ainsi de suite. Alors là, vous avez Sarkozy qui a réagi avec sa main de fer, excusez-moi, et maintenant qu'on nomme un peu comme le héros, le grand homme. Ah oui, parce que là, il a sauvé la France et les communautés juives. Incroyable, tellement pratique. Alors qu'on va avoir des élections primaires dans moins d'1 mois. Alors ça devrait arriver quoi le 22 avril, si je me trompe pas, avec les élections finales le 6 mai. Si mes informations sont bonnes. Alors Sarkozy maintenant pourrait chevaucher sur cet événement-là et puis gagner bien des points. Hein? C'est lui qui a beaucoup à gagner de ça, n'est-ce pas? C'est incroyable. Un peu la même affaire comme il est arrivé avant sa dernière élection. Donc, quand même assez particulier. Il faut peut-être être très critique de ce qui se passe par rapport à ça. Là, vous avez Sarkozy qui vient d'introduire une nouvelle loi selon laquelle on pourrait emprisonner ceux qui visitent des sites extrémistes. Ah. Des sites qui contiennent des discours haineux. Des sites qui encouragent le terrorisme. Alors, on va punir ces personnes-là. C'est pas curieux quand même. Hein, j'ai un ami de l'autre monde ici qui m'envoie un courriel et qui reflétait exactement la pensée que j'avais cette semaine en voyant ça aller, puis celle de plusieurs autres auditeurs qui ont l'œil averti. On voit qu'on n'est vraiment pas les seuls à voir les mêmes choses. Et c'est quand même curieux de voir que la nouvelle loi de Harper qui vient juste d'être adoptée arrive à peu près ou juste avant, et puis pour Sarkozy qui en sort une semblable juste après la tuerie, qui est tombée une semaine après la loi de Harper. Quand même spécial. Tout semble coordonné, comme s'il suivait les dispositions d'un accord international. Peut-être comme l'énonce cet ami qui dit plus secret, officieux, mais encore plus réel avec ses propres échéances. Oui, on est en train d'installer le nouvel ordre mondial, on est en train d'installer un système en place. Et toutes les populations doivent tomber sous les mêmes régulations, les mêmes lois. Alors que, c'est ça, dans là on veut vous surveiller, on dit que vous êtes dangereux, vous êtes des potentiels terroristes. Et puis là, ici, je vous mets en lien sur les nouvelles internationales avec le reste des informations. Un documentaire qu'on appelle Conspiracy of Silence. C'est un film HD qui a été banni de Discovery Channel et qui parle des réseaux d'exploitation sexuelle infantile
par de l'élite. Ah ben ouais. Cette élite qui dit vouloir, pas vouloir, qui se promulgue la police morale, la police de la pensée. Alors que vous aviez des articles, écoutez, là on va fesser dans le cœur de la bête, là. On parlait de la haine. Parlez-moi de la haine, du discours haineux. Parlez-moi de Dactainer. Le Washington Times, l'édition du jeudi 29 juin 1989. Homosexual prostitution inquiry ensnares VIPs with Reagan Bush. Callboys took midnight tour of White House. Ça, c'est la manchette du journal du Washington Times. Alors, vous avez des réseaux de prostitution homosexuelle et infantile qui concernent des VIP, des gens très haut placés dans le gouvernement de Reagan, de Bush. Alors, des petites histoires qui sont là pour vous rappeler que les médias corporatifs ne vont jamais vous rappeler, vous rapporter les vraies choses que les blogs vous rapportent. Et que l'Internet n'oublie jamais ces choses. C'est pour ça qu'on veut fermer la gueule de l'Internet, fermer la gueule des blogs, des médias alternatifs. Parce qu'on va leur mettre d'en face c'est quoi les discours haineux. Ils essayent de vous intimider, ils essayent de faire en sorte que vous allez fermer vos sites Internet, que vous allez arrêter de vous promener sur l'Internet par peur de tomber sur des sites qu'ils vont juger haineux. Mais, comme disait l'autre, mieux mourir debout que de vivre à genoux. Si on les laisse nous intimider, ils vont gagner. Alors qu'on est... alors que stratégiquement, si on regarde ça comme un jeu d'échecs, l'élite est en réaction en ce moment. L'élite est en réaction. L'élite a peur. Pourquoi vous oubliez tout le temps qu'on est des milliards? On est des milliards unis ensemble. Canadiens, Américains, Français, Allemands, Russes, Chinois, Israéliens, Yéménis, Pakistanais, Américains, Italiens, tout le monde. Zimbabwe, des Kenyans, des Égyptiens. On est tous unis ensemble contre une élite qui cherche à instaurer une gouvernance mondiale, qui va utiliser la technologie contre nous. Une technologie qui aurait pu nous libérer l'humanité, mais qui, au lieu de ça, est utilisée pour nous rendre plus esclaves, pour nous contrôler. Google qui planifie d'espionner, d'écouter le bruit en background dans votre téléphone cellulaire pour vous bombarder avec des publicités ciblées. Incroyable. Il y a tellement d'exemples comme ça. Vous avez des vidéos sur YouTube qui parlent des crimes de guerre d'Israël, qui montrent des forces israéliennes utilisant, vous avez des forces militaires du Tsahal qui utilisent des chiens d'attaque pour attaquer violemment des manifestants palestiniens, pacifiques, non armés. Là, on met ça sur YouTube et puis là, YouTube les retire. Alors voilà ce qui est déclaré comme étant des discours haineux. C'est ça qui juge, qui met dans les catégories des vidéos qui sont haineux. Alors, quand on documente les crimes de guerre d'Israël contre les Palestiniens, ceci devient une violation officielle de la politique de YouTube. Alors, on censure ça. Et voilà. On met en place des politiques extrêmement racistes et dans toute l'indifférence totale de ces populations-là, alors qu'on est en train de déstabiliser l'Afrique. Un coup d'État au Mali qui vient de se produire, une des nations nord-africaines, et qui est à la frontière de l'épicentre
d'une déstabilisation soutenue par les pouvoirs occidentaux. Un effort qui est poursuivi à travers le continent en entier. Vous avez une guerre qui est supportée par la France en Côte d'Ivoire. Alors on essaye de déstabiliser l'Algérie au nord. On apprend ici à travers le McClatchy Newspaper que vous avez le leader du Mali qui a perpétré ce coup d'État, a reçu un entraînement d'officiers d'AFRICOM, qui est les quartiers généraux des services militaires américains. Quand même assez incroyable. Il s'est rendu aux États-Unis pour recevoir un entraînement. L'administration Obama a été obligée d'admettre ceci vendredi dernier. Alors, vous avez le capitaine Amadou Sanoga, qui est le leader apparent du groupe des officiers juniors qui a renversé le gouvernement du président Amadou Toumani Touré, qui a participé dans plusieurs programmes d'éducation militaire internationale et d'entraînement, qu'on appelle des IMET, des programmes qui sont donnés et dispensés aux États-Unis, incluant des entraînements de base d'officiers, qu'on appelle des US Military Africa Command. Alors, on a appris ça. Ben ouais. Puis là, vous avez le gouvernement qui finance aussi ces guerres-là, le développement supposément du Mali. Alors, on a donné plus de 138 millions de dollars en assistance étrangère au Mali. La plupart de cet argent est allé au développement, l'assistance au développement, des programmes supposés de la santé. Alors, on a accordé 600 000 dollars qui est allé vers l'entraînement militaire. Alors, on va augmenter ce montant à 144 millions de dollars, là, vous voyez. Vous avez le Nigeria qui est en guerre. Alors, ça a été, vous avez le député chairman et en fait général à la retraite Mohamed Sani Saleh qui représente, vous avez le Kundana Central Senatorial Zone of Kundana State. Et lui, dans une interview, a déclaré que, grosso modo, écoutez, le Nigeria est actuellement, présentement, en guerre. On veut arrêter Boko Haram, un genre de secte. Alors, qu'est-ce qu'il y a au Nigeria? Ah oui, du pétrole, c'est vrai. Regardons ça. Une autre nation qu'on doit déstabiliser. Ensuite, vous avez les nations européennes, l'Union européenne qui a autorisé des attaques au sol en Somalie. Alors là, vous avez l'Union européenne qui se mêle de ça. Alors, on commence à bombarder. C'est supposé pour combattre les pirates. Non? On a des missions anti-pirates qu'on va étendre jusqu'en décembre 2014. On va déployer des 10 bateaux de guerre le long de la côte somalienne. En fait, ils sont déjà là. Entre 5 et 10 bateaux de guerre qui sont déjà là depuis 2008. Donc, vous voyez, on est là partout. Pendant ce temps-là, vous avez Israël qui viole l'espace aérien du Liban, déclaré comme étant inacceptable selon la Russie. Vous avez un vrai mouvement de la démocratie au Bahreïn qui se développe, mais on en fait une répression violente, alors par le régime qui est supporté par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Des docteurs qui ont aidé des manifestants qui ont été blessés sont maintenant traînés en cour. On les accuse, on veut les enfermer pour avoir porté secours à des manifestants. Incroyable. Et puis on est peut-être même en train de fomenter une déstabilisation en Chine alors qu'on a des leaders chinois qui ont ordonné en fait qu'on nettoie l'Internet de rumeurs d'un coup militaire qui aurait été tenté. Alors que la Chine se trouve à être la croisée des plans américains pour mettre la main sur le pétrole au Moyen-Orient. Alors, est-ce que les Américains ont essayé d'encourager encore là un coup pro-américain à l'intérieur du gouvernement chinois? Et est-ce que ces plans viennent juste d'exploser dans leur figure? On ne le sait pas, mais on peut en présumer. La France championne européenne de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Alors, selon un article de la revue allemande Der Spiegel, l'Union européenne est le plus important exportateur d'armes vers l'Arabie Saoudite. De tous les membres de l'Union, la France arrive au premier rang des exportateurs avec 2168 millions d'euros en 2010. En seconde position, loin derrière, vient l'Italie avec 435 millions d'euros, devançant la Grande-Bretagne avec 328 millions d'euros en exportation.
Alors, en armant le royaume saoudien, les membres de l'Union transgressent les règles européennes sur le contrôle des exportations. Rappelle Der Spiegel, citant la section du règlement sur la non-prolifération et le désarmement intitulé Contrôle des exportations à des fins de sécurité. 2. Équipement militaire, à laquelle stipule que les États membres sont déterminés à empêcher les exportations de technologies d'équipement militaire qui pourraient être utilisées à des fins indésirables telles que la répression interne ou l'agression internationale pour contribuer à l'instabilité régionale. Ben ouais, l'Arabie Saoudite qui est une dictature très bien installée, puis très oppressive, et puis qui aide le régime au Bahreïn à écraser une vraie demande, une vraie poussée pour une démocratie au Bahreïn. Incroyable. Il faut aussi rappeler qu'une partie de ces armes que les pays de l'Union ont vendues à l'Arabie Saoudite se sont ultimement retrouvées dans les mains de rebelles libyens et syriens, contribuant ainsi considérablement à l'agression internationale et à l'instabilité régionale. Il faut rappeler que l'Arabie Saoudite et surtout le Qatar ont contribué au développement des événements en Syrie et en Libye en fournissant des armes, un appui financier, des combattants clandestins, ainsi qu'un appui diplomatique solide au soi-disant conseil de transition en carton. Ouais. L'Arabie Saoudite qui a participé, comme je vous disais, à des violentes répressions des révoltes populaires à Bahreïn. Révoltes et répressions, somme toute ignorées par les médias occidentaux, évidemment. Ouais. Et puis vous avez les membres de l'Union, surtout la France, se disent préoccupés par les droits humains en Libye et en Syrie. Et pourtant, ils ferment les yeux sur les mépris de l'Arabie Saoudite envers ces mêmes droits humains. Ils sont les principaux fournisseurs de l'armement de ce régime monarchique, l'un des plus répressifs de la planète, servant les intérêts stratégiques des États-Unis puis de l'OTAN au Moyen-Orient. Quand même. Vous avez le magazine allemand qui note que le commerce mondial des armes est en plein essor, ayant connu une augmentation de 24% durant les 5 dernières années, malgré les efforts visant à l'endiguer. Ouais. Le plus important exportateur d'armes sont paradoxalement les pays ayant le devoir de préserver la paix, à savoir les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Chine. Alors qu'on dit vouloir contrôler le discours haineux, on déstabilise des pays en entier. C'est les semaines dernières que je vous rapporte, ça fait des semaines que je vous rapporte qu'on saisit des armes israéliennes et américaines. Vous avez le Qatar qui a officiellement annoncé qu'on était pour acheminer pour l'ordre de dizaines de millions de dollars d'armement vers les supposés rebelles syriens, qui ne sont pas des rebelles, ce sont des terroristes, des gens qui sont des fois affiliés à l'Al-Qaïda, des mercenaires privés qu'on engage, qu'on finance, qu'on arme, pour aller déstabiliser ces pays-là. Eh ouais. Voyons voir les exportateurs, les 10 top exportateurs d'armement dans le monde en 2011. Les États-Unis viennent en tête, la Russie en deuxième, l'Allemagne troisième, la France en quatrième, 5 la Chine, 6 Grande-Bretagne, 7 l'Italie. Vous avez après ça la Suède, l'Espagne, Israël. Ça continue. Vous avez même la course à l'armement nucléaire qui continue. Ben, on dissimule ça, mais ça se passe quand même dans les laboratoires de Lawrence Livermore. Et puis au site 300. Alors, on continue de développer des armes, de plus en plus, de toutes sortes d'armes différentes aussi, ainsi de suite. Pendant ce temps-là, on apprend dans un autre article ici, un rapport qui rapporte que du matériel nucléaire américain est manquant, autant à domicile que à l'étranger, sur les bases militaires. Alors, on perd de traces du matériel nucléaire. Mais il faut surveiller l'Iran. Incroyable. Ensuite, vous avez ce vétéran de la CIA depuis 20 ans qui lui déclare que l'Al-Qaïda n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Alors, il dit qu'elle n'a jamais existé quand Bin Laden était vivant. Et puis, elle n'existe toujours pas. Alors, évidemment, c'est une banque de données dans les ordinateurs de l'Al-Qaïda, de la CIA. Ce qui est pas mal la même affaire. Le Pentagone qui décrit qu'elle n'a aucune donnée sur la mort de Bin Laden. La CIA qui n'aurait pas répondu à ouvrir leur filière
Alors, répondu à leur requête. N'a pas répondu à leur requête. Pendant ce temps-là, ben, vous avez Alaoui qui réitère que l'Irak pourrait tomber. En fait, on voit émerger une dictature. Alors, on voit le progrès qui a été fait en Irak depuis l'occupation américaine. C'est fantastique. Alors, c'est comme ça que on va aider ces pays-là. Hey, ça les a aidés en maudit, là. 10 ans qu'on est là. Ça fait 10 ans qu'on est là. Puis, clair, partition, balkanisation de l'Irak, montée de la violence. Les villes sont détruites. Le patrimoine archéologique est détruit. Une dictature qui est en train de se remettre en place. Hey, ça valait la peine en maudit. Ça valait la peine. Écoutez, vous avez des attentats à la bombe dans des voitures piégées qui ont tué 49 personnes, en ont blessé 200 en Irak depuis, lors du 9e anniversaire de l'invasion américaine. Incroyable. Des bombes qui ont explosé de façon quasi simultanée dans plusieurs villes irakiennes. Oh. Est-ce qu'on a besoin de déstabiliser le pays pour justifier la présence américaine? Ouais. Là, vous avez ici un journaliste yéméni, donc au Yémen, qui a été pardonné et qui est gardé en prison, qui est emprisonné à la requête du président Obama. Alors vous avez ce journaliste yéméni qui a travaillé pour la ABC News et le Washington Post, qui a été cité par le New York Times, un expert sur l'Al-Qaïda, qui était juste à quelques instants d'être relâché d'une prison yéménie, mais qui va maintenant y demeurer de façon indéfinie à la requête du président Obama, parce qu'il a commis un crime grave, haineux. Il a osé parler de l'implication américaine dans la tuerie de 14 femmes et 21 enfants dans une supposée attaque sur l'Al-Qaïda, sur des militants de l'Al-Qaïda, avec ces fameux drones. Ouais. Alors, on a largué un missile dessus la tête de ces gens-là, on a tué des femmes et des enfants, des enfants et des vieux. Et puis, ça serait ben trop endommageant de laisser ce mot-là se propager. Peut-être que Obama pourrait perdre son prix Nobel de la paix. C'est vrai, il y a un prix Nobel de la paix, celui-là. Alors, au lieu de mettre ces choses-là au jour, ben, on va garder le prisonnier en prison à la demande d'Obama. Wow! C'est ces gens-là là, qui disent qu'ils veulent surveiller le discours haineux. Pendant ce temps-là, ben, vous avez la militarisation de l'extrême-orient, alors que vous avez les Américains qui menacent les villes majeures chinoises. Pourquoi? Parce qu'on va développer une nouvelle base navale en Corée, une nouvelle base américaine là-bas, sur Jeju Island, qui est localisée à environ 300 kilomètres, en fait 350 kilomètres de la côte chinoise. Alors on continue de menacer un peu toutes ces régions. Alors vous voyez, c'est comme ça que vous voyez la réalité, tu sais, je veux dire, entre ce qu'on dit vouloir lutter contre et puis les actes réels. Incroyable. Il va falloir que je vous parle de santé la semaine prochaine aussi, des nouvelles sur la vaccination, les OGM, les cancers. Des affaires incroyables, Big Pharma. Pas très encourageant. La seule affaire que je pourrais vous laisser avec avant de partir, c'est cette histoire justement de gouvernement mondial. De gouvernement mondial qui est en train de s'installer partout, qu'on est en train d'installer en harmonisant l'Union nord-américaine, qu'on est en train de faire harmoniser l'Union européenne avec le Canada, ainsi de suite. On est tout en train d'harmoniser sous leur férule. Et puis, ben, vous avez toutes
toutes sortes de gens qui sortent publiquement pour en parler. On parle de l'Allemagne qui veut une nouvelle constitution européenne. On veut parler de nouveaux centres de pouvoir dans le monde, de mettre en place des gouvernements régionaux qui vont être contrôlés par le gouvernement mondial. On parle beaucoup aussi de ce mouvement du réchauffement climatique, en fait, qui est supporté par une élite qui croit en ce gouvernement mondial. L'agenda 21, vous devez être conscient de ce que c'est que cette histoire d'agenda 21, où on parle justement de ce gouvernement mondial. Et puis ça, c'est intéressant à découvrir parce que c'est là que vous allez en apprendre sur les visées justement d'installation de ce gouvernement mondial. C'est là qu'on va vous parler de la façon qu'on va découper différentes régions de la planète, les placer sous différents gouvernements régionaux, comme je vous dis. On parle ici d'une constitution environnementale de l'ONU pour le monde qui pourrait établir un système de gouvernance globale incroyablement répressif. Un document qui pourrait être présenté très bientôt. En fait, qu'on a travaillé en 95 dessus. Ensuite, une quatrième édition a été présentée aux membres de l'ONU le 22 septembre 2010. Un document qui va devenir un traité qui va tenir en fait de façon mandatoire les gens qui vont en faire place à faire partir d'un système de gouvernance qu'on appelle le Covenant, qui va réclamer l'autorité sur en fait un environnement global en entier et toutes les régions qu'elle affecte. Vous avez des officiels publics qui sont pour cet agenda 21. Alors, on essaye de vous faire peur avec l'environnement et tout, mais en réalité, après ça, on va vous dire, écoutez, on a besoin d'instaurer un protocole pour toute la planète pour qu'on puisse sauver l'environnement, sauver la planète. Mais, entre les mains de qui? Vous avez un professeur de bioéthique ici qui parle de droguer la population pour qu'elle accepte ce nouvel ordre mondial vert. Alors, c'est une nouvelle pièce qui vient de publier dans un journal qui s'appelle Ethics Policy Environment, qui parle on devrait donner une considération très sérieuse sur la mitigation de masse de la population pour rendre les gens plus conscients environnementalement parlant. Et il propose aussi que des bébés soient modifiés génétiquement pour être plus petits, pour réduire leur empreinte de carbone sur la planète. Quand même assez incroyable, là. Alors, vous avez cet auteur qui enseigne à l'Université de New York, S. Matthew Lyle, et qui dit que les humains ont besoin d'être sujets à des modifications biomédicales. Oh boy. Vous voyez là la mentalité là, pour combattre contre les changements climatiques. Vous avez un article ici qui parle de ce gouvernement mondial. Ça a été publié par Activist Post, où on parle de ces papiers, ces documents politiques des Nations Unies qui mettent en lumière 7 blocs de construction pour mettre en place ce gouvernement mondial. Mais on va mettre en place à l'aide de la science, de la technologie, un genre de prison, système de prison virtuel où on va vous contrôler au complet. Alors, on veut consolider les agences globales. Vous avez le fameux développement durable qu'on va intégrer au niveau local. C'est l'agenda 21. Alors, ça veut dire que on va enlever des libertés individuelles pour supposément sauver l'environnement, mais qui n'a rien à voir avec sauver l'environnement. On va, évidemment, comme je vous disais, apporter des technologies émergentes sous un contrôle global. On parle de géo-ingénierie du climat.
Ouais, on parle de nanotechnologie, de chemtrails, biotechnologie. Ouvertement, ça n'a rien à voir avec des conspirations de la théorie, là, des théories de la conspiration. On en parle ouvertement dans leurs documents. On parle de création de la création d'un framework, d'un travail, d'un plan de travail économique et légal, uni sous un chapeau mondial, mettre en place des instruments financiers globaux. Alors, on va essayer de rendre tout le système économique électronique. Alors, ils vont contrôler vos finances, finalement, ils peuvent fermer votre compte n'importe quand. C'est bien en place, c'est bien réel. Vous avez même un maire du Texas qui a officiellement cancellé le fait que la ville était membre de cet agenda 21. Et il faut comprendre à quel point c'est important, c'est que vous avez ce système basé sur la dette, comme je vous disais en début d'émission, qui fait que les pays ne peuvent faire autrement que de s'endetter de plus en plus. Vous savez, ici au Canada, on a repassé la barre des 100 milliards de dollars. Il est impossible de sortir de ça. On voit la Grèce tomber. La Grèce officiellement a fait banqueroute. L'Espagne s'en vient, l'Italie, tous nos pays. Et puis, comme tout bon banquier, à un moment donné, s'aperçoit que, je veux dire, même les pays sont insolvables. Les pays n'ont plus d'argent, n'ont même pas d'or, n'ont pas de métaux précieux à rembourser. Alors, ce qu'on fait, c'est que on demande en collatéral pour cet argent qu'on passe à tous les gouvernements. On demande en collatéral maintenant des édifices, des biens, des possessions gouvernementales ou publiques, carrément des terres publiques, des réserves, ainsi de suite. Alors on se retrouve avec des plans. Aux États-Unis, ça s'est passé, ça se passe aussi dans nos pays aussi. C'est-à-dire que sous le couvert de vouloir protéger des terres humides, de protéger des milieux sensibles, des montagnes, des forêts, des lacs, des rivières, on expulse des propriétaires de ces terres-là, des gens qui y vivent, on les expulse même dans certains cas sans compensation, ils n'ont plus le droit même d'y circuler. Et on les nomme des zones protégées naturelles. Et en réalité, on s'aperçoit que dans la World Conservation Bank, la Banque de conservation mondiale, qui a été mise en place il y a quelques décennies, que ces terres-là, dites protégées, sont en fait données en collatéraux aux banquiers internationaux privés. Ouais. C'est ça. Un bon jour, on va se réveiller, puis même les terres que nos ancêtres ont conquéries, ont labourées et nous ont léguées, ne nous appartiendront même plus. Alors qu'on apprend dans une multitude de nouvelles ici que vous avez l'Arctique, la glace en Arctique qui est quasiment identique à ce qu'elle était il y a 17 ans. Vous avez les images satellites. Il faut aller voir les images satellites, ça ne ment pas d'image satellite, là. Les températures globales qui sont même plus basses qu'il y a 17 ans. Pendant ce temps-là, on apprend que une nouvelle science qui contredit le GIEC, où on apprend que justement le réchauffement médiéval était global. Vous avez maintenant des documents scientifiques revus par les pairs et non biaisés, cette fois pas de la fausse science, qui contredit ce supposé consensus scientifique alarmiste du réchauffisme. Alors, on a bien documenté cette période chaude qui était beaucoup plus chaude qu'actuellement au début du premier millénaire, entre les années 1000 et à peu près 1300, où on a connu un réchauffement tellement important que les Vikings cultivaient de la vigne à vin au Groenland. C'était assez chaud, merci, puis il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là. Fait qu'arrêtez, là. Il a déjà fait pas mal plus chaud que ça dans le passé, avec des taux de CO2 pas mal plus élevés. Et puis, tout ce qui est arrivé, c'est que les populations ont fleuri, la vie a fleuri, les plantes aussi. On cultivait partout, et puis la terre était bonne. Ouais. Pendant ce temps-là, vous avez Clive Palmer qui a accusé le gouvernement des États-Unis de financer les groupes environnementaux comme Greenpeace via la CIA pour miner, si vous voulez, le secteur
minier du charbon en Australie. Alors, ce qui est à retenir, c'est que, ben oui, la CIA utilise des groupes comme Greenpeace. Ben oui, qu'est-ce que je vous dis, ça? C'est pas censé être une grande nouvelle. Vous avez des scientifiques américains qui appellent pour l'installation d'un gouvernement mondial pour lutter contre le réchauffement global causé par l'homme. Alors, d'un côté, vous voyez, tu sais, on vous dit, ah oui, il faut installer un gouvernement mondial, là, il faut contrôler ça, il faut sauver la planète. Mais après ça, vous apprenez que les États-Unis vont brûler des centaines de tonnes de déchets radioactifs de l'Allemagne. Ils vont faire ça au Tennessee. Vous voyez le genre de contradiction. Donc, c'est quand même assez particulier. C'est quand même assez particulier. Donc, écoutez, plusieurs nouvelles à aller voir comme ça. On redéfinit la frontière américano-canadienne. Est-ce que c'est la fin du Canada comme nation souveraine? Vous avez plusieurs meetings bilatéraux qui ont été tenus entre les officiels canadiens et américains. Ils sont très occupés à travailler sur les derniers détails du périmètre de sécurité qui est en train d'être mis en place. On est en train de, évidemment, harmoniser les lois sur le crime, ainsi de suite. Tout ça fait partie, justement, d'un processus d'implémentation qui va finir par amener la transformation complète de la frontière américano-canadienne dans un pas encore plus proche vers la création d'un périmètre de sécurité intégré nord-américain. Puis, chers amis, c'est ça qui est en train de, de se préparer un peu partout, là. Et puis on se laisse avec quelques nouvelles ici. On parle tout le temps de ce fameux programme iranien qu'on condamne parce que premièrement il n'existe pas, mais on le condamne pareil. Je sais bien que c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Alors qu'on apprend ici, vous avez des beaux articles que je vous ai mis en place. Vous avez des dossiers du FBI qui détaillent comment que Israël a acquis les déclencheurs nucléaires, différentes composantes d'armement nucléaire des États-Unis, les ont volés tout simplement. Des documents qui ont été déclassifiés, qui ont été rendus publics le 28 décembre 2011. Alors, j'en parlais la semaine passée. Vous avez des documents, vous avez un film de la BBC qui a exposé justement ces armes nucléaires illégales et secrètes d'Israël. Alors, voilà. Donc, parlez-moi d'hypocrisie, parlez-moi de double discours, deux poids, deux mesures. Irréconciliable. On va y aller en rafale avec les nouvelles les plus importantes là, pour terminer l'émission de cette semaine. Fukushima, quelques nouvelles chocs qui sont sorties. Écoutez, des ratios de plutonium 200 fois plus élevés que ce que le gouvernement rapportait, des détections qui ont été faites à plus de 50 km au sud de Fukushima Daiichi, des résultats qui ont été obtenus par des professeurs d'université. Alors, on a fait des études et puis on a trouvé qu'on se retrouve avec des quantités de plutonium radioactif 200 fois plus élevées que les estimations du gouvernement. Alors, imaginez du plutonium, une des substances, c'est pas la substance la plus nocive connue de l'humain. On parle des images thermales qui révèlent tout ce combustible MOX qui contient du plutonium à Fukushima dans le réacteur numéro 3. Alors, on voit ce truc-là qui est répandu un peu partout là dans le complexe. Vous avez des images thermales, photos, allez voir, très intéressantes et surtout, ma foi, inquiétantes, oui. On s'aperçoit que finalement ces matériaux-là ont été explosés, en fait, réduits en morceaux partout et puis envoyé dans les airs et ça s'est répandu extrêmement loin en plus du site même de Daiichi, Fukushima Daiichi. Alors, on parle aussi de données qui ont été carrément effacées. Alors, on parle du Japon qui a un système d'ordinateur qui est fait, designé pour prédire les relâchements
et l'étendue en fait des matières radioactives, mais vous avez un média local qui a rapporté que la préfecture du gouvernement a tout simplement effacé ces courriels-là. C'est quand même assez incroyable. Donc, des nouvelles assez inquiétantes comme ça, où on apprend même si un expert ici nucléaire à CNN qui parle qu'on utilise aussi du MOX, alors du combustible MOX, dans les réacteurs aux États-Unis. Ouais, alors qui est fabriqué d'ailleurs sur place et qui se trouve être utilisé. Alors potentiellement, on peut se retrouver avec une situation pareille à Fukushima même aux États-Unis et puis dans nos pays respectifs aussi. Des niveaux de radiation qui ont plus de triplé à Tokyo. Alors ça aussi c'est assez alarmant. Puis vous avez différentes places comme ici c'est la ville de Iwaki. Alors où on apprend qu'on va commencer à brûler des débris du désastre, des débris qui sont contaminés avec de la radioactivité. Alors assez délirant aussi comme situation. Alors je sais pas si les gens sont complètement débiles, mais imaginez qu'on va commencer à brûler des matières, des déchets radioactifs comme ça. Tout ça va s'être relâché de nouveau dans les airs et va se répandre encore plus loin. Alors, complètement délirant, là. Mais vous avez quelques nouvelles comme ça, allez voir là, cette semaine dans le dossier de Fukushima. Donc, ensuite, rapidement, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a évidemment cette histoire en Iran et en Syrie qui se poursuit. Alors ça aussi c'est très important de faire un petit suivi de ça. Alors on va y aller tout de suite. Vous avez des pratiques de guerre américaines qui laissent présager justement une attaque israélienne sur l'Iran. Alors on a plusieurs scénarios qui sont mis en place, mais écoutez, évidemment qu'on pratique le scénario principal. On s'attarde au scénario selon lequel ce serait Israël qui initierait cette guerre. Alors, on se retrouve dans une situation où, évidemment, Israël pourrait commencer la guerre, mais ne pourrait pas la terminer, ce qui impliquerait, comme je l'expliquais dans les émissions précédentes, impliquerait l'utilisation, en fait, la venue en scène, l'entrée en scène de la force américaine. Alors, évidemment que les petits G.I. Joe vont aller mourir pour Israël. Donc, vous avez ici un article qui parle de 5 politiciens qui sont en train de pousser vers une guerre désastreuse contre l'Iran. Alors évidemment que tous ces 5 politiciens sont des gens qui sont pour la guerre et pro-Israël, évidemment au détriment des États-Unis. Et comme par hasard, si vous regardez dans des papiers officiels, là, vous allez voir que ces gens-là reçoivent des quantités phénoménales d'argent de groupes lobbying pro-israéliens. Alors évidemment que un gouvernement ne peut pas servir 2 maîtres. Vous avez Panetta, lui, qui a déclaré que les États-Unis vont assister Israël dans une attaque contre l'Iran. Un autre article qui parle d'Israël qui se prépare pour une guerre avec l'Iran. Alors on parle ici que vous avez des préparations pour une guerre, et ainsi de suite. Alors évidemment que vous avez même Alouf Ben, qui est l'éditeur en chef du Haaretz, un journal israélien, qui a déclaré lui que ce qui a l'air d'une préparation pour la guerre, ce qui qui agit comme une préparation de guerre et qui quoique comme une préparation de guerre, eh ben c'est bel et bien une préparation de guerre et non seulement un bluff pour une diversion tactique. Ok, donc on parle, vous avez Nevi Gordon qui parle justement de ces raids israéliens sur la bande de Gaza qui n'étaient pas juste à propos de allouer plus d'argent au budget de la défense, mais aussi pour se préparer pour une guerre contre l'Iran. Donc vous avez un article qui parle de ça qui est très important. On parle justement de ce dôme antimissile Iron Dome, là. Donc c'est un système de batterie anti-missile. Et puis on est en train justement de les mettre en place pour ça. Alors est en train de planifier l'escalation, en fait la montée en graine de cette guerre-là. Ouais, assez spécial. Obama qui se prépare justement aussi pour cette troisième guerre mondiale. Alors, je vous en parlais dans les nouvelles. Le Mossad, CIA qui qui se sont mis d'accord sur le fait que l'Iran
n'a pas encore en fait décidé de construire une bombe nucléaire. Alors ça, c'est publié par le Haaretz encore. Alors, voyez les nouvelles là, que je vous rapporte. Et puis vous avez le New York Times qui rapporte la citation des officiels américains qui croient que, en fait, il y a peu de désaccords entre les agences du renseignement américain et israélien sur le programme nucléaire iranien. Euh, Même si vous avez tous ces appels pour une attaque de la part des officiels israéliens, on apprend ici que vous avez plusieurs gens dans les services du renseignement israélien et américain qui croient qu'en réalité, il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas assez de preuves en fait pour déterminer si l'Iran est en train de construire une bombe nucléaire ou pas. Ça, c'est un rapport qui a été publié dans le New York Times dimanche dernier et rapporté aussi par le Haaretz. Donc, voyez quand même là, des nouvelles très importantes là, à avoir en tête. Donc, là aussi, vous avez un autre article ici de RT qui a été rapporté par RT où on apprend que une attaque sur l'Iran pourrait spiraler hors de contrôle. On perdrait des centaines de soldats américains qui mourraient dans cette guerre qu'on a, si vous voulez, pratiquée. Alors, on fait des genres de pratiques militaires virtuelles. Alors, on a des genres de simulations par ordinateur et on s'aperçoit que justement une attaque sur les sites nucléaires iraniens pourrait rapidement tomber hors de contrôle, laissant des centaines de soldats américains morts dans sa trace, évidemment. Donc, ça aussi, c'est un article important à savoir. Et puis, il y a toute cette histoire aussi de pétrole. Alors, l'Irak qui approuve des exportations de pétrole dans le détroit d'Ormuz, alors des plans de contingentement, excusez-moi, dans le cas d'une guerre qui se déclarait et de l'Iran qui fermerait le détroit de Hormuz. Donc, l'Iran qui aussi pousse vers une attaque vers le dollar. Alors, on veut attaquer le dollar américain de différentes façons, évidemment. Alors, vous avez des plans qui ont été annoncés de vendre le pétrole iranien dans d'autres monnaies que celui que le dollar américain. L'Iran qui a acheté 120 000 tonnes de blé américain. Alors, on achète des tonnes et des tonnes de blé. Alors, vous voyez qu'on se prépare de différentes façons. Ensuite, la US Navy qui va positionner 3 porte-avions proches de l'Iran. Alors, on parle de tout ce déplacement de gros matériel militaire qu'on ne déplace pas si on n'a pas une idée d'utiliser, là, tout simplement. Là. Vous avez un des chefs de l'armée américaine qui a rencontré le Joint of Chiefs of Staff. Comment il s'appelle lui? Benny, alors Gantz, pour concernant l'Iran. Alors, vous voyez, on est en train de tout coordonner des choses entre Israël et les États-Unis. Et puis là, ben, vous avez toute la propagande habituelle qui accompagne ça. Alors, des rapports comme quoi que l'Iran aurait essayé de bombarder un bateau israélien alors qu'il passait à travers le canal de Suez. Ça a été rapporté par The Business Insiders. Vous voyez le genre de bullshit comme ça qu'on vous rapporte pour essayer de démoniser l'Iran, des nouvelles qui sont absolument non fondées, aucune preuve, des faussetés totales, de la propagande carrément. Des rapports aussi, bon, encore l'Iran qui ciblerait des bateaux israéliens, hein, voir si l'Iran était assez stupide pour faire un acte de la sorte et puis justifier après ça une attaque israélienne et américaine sur l'Iran qui ferait tout simplement en l'espace de quelques jours, une annihilation totale de l'Iran. Voir si les Iraniens sont si épais que ça. Là, vous avez la propagande des médias comme CNN. Alors, on parle que l'Iran aurait une force de terroristes entraînés très importante à l'intérieur des États-Unis. Right now, dès maintenant, une nouvelle publiée par CNN le 21 mars dernier. Incroyable. Donc, on dit que même les Iraniens font de la surveillance dans New York. Alors, on est des suspects on aurait arrêté, supposément. Vous voyez, c'est complètement débile, là. Je veux dire, alors que vous avez les services d'intelligence, comme je vous disais, qui disent, eux autres, que l'Iran n'est pas une menace nucléaire, alors que c'est son voisin d'à côté, Israël, qui possède des armes nucléaires de façon clandestine et illégale depuis les années 60. OK? Un autre article qui parle ici d'Israël qui pourrait frapper l'Iran dans 3 mois. Alors, ce qui porte la ligne à environ à peu près la fin juin.
alors que les sanctions américaines vont être cédulées pour prendre toute leur pleine ampleur contre l'Iran. Alors, vous voyez que toutes les affaires semblent bien coordonnées, là. Et puis, comble de l'effronterie, de l'arrogance, les États-Unis qui accusent l'Iran d'acheminer des armes en Syrie. Incroyable. Sans aucune preuve. Aucune preuve. Aucune preuve. Incroyable. Alors que ce sont les Américains et Israël qui acheminent des armes aux mercenaires, aux terroristes de l'Al-Qaïda à l'intérieur de la Syrie pour déstabiliser la Syrie. Incroyable. Puis là, vous avez l'Iran qui joue très bien sur l'échiquier et qui a déclaré cette semaine que l'Iran ne va pas bloquer le détroit de l'Ormuz. Alors, ce qui vient de défaire une des justifications des pouvoirs occidentaux d'attaquer l'Iran. Alors, des nouvelles très importantes. Et puis, écoutez, on tire pas mal à la fin, nous autres là, et on a peut-être quelques nouvelles ici rapidement de la Syrie puis de la Libye que je pourrais vous présenter. Écoutez, en Libye, la Libye qui est en train de descendre dans le chaos. Après l'intervention de l'OTAN, on menace de déstabiliser, ça menace de déstabiliser la région entière. Alors, le pays qui est en train d'être partitionné dans régions semi-autonomes et autonomes sous la main de mercenaires. Les États-Unis qui vont déployer 12 000 troupes de plus en Libye. Alors, voyez comment que ça se passe de ce côté-là. Et puis après ça, excusez-moi, là vous avez en Syrie, en Syrie ça va pas mieux non plus, là. Je veux dire, on en parle un peu de ricochet avec l'Iran, là, mais vous avez des plans de détruire la Syrie. Alors vous avez The Brookings Institution qui en 2009 avait littéralement mis en place des plans, des stratégies pour l'Ouest selon lesquels on pourrait étrangler puis renverser le gouvernement de l'Iran. Et puis à travers les différentes pages de ce rapport, on trouve tous ces indices-là comme des sanctions qui sont mises en place volontairement pour provoquer la guerre avec l'Iran, fomenter des soulèvements financés, supportés par les États-Unis, financer, entraîner puis armer des organisations terroristes qui sont sur les listes de terroristes du département américain. Alors, tous les trucs là du livre là pour déstabiliser la région sont mis en place, des trucs qui sont déjà décrits et planifiés depuis des années. Après ça, on apprend ici par des groupes des droits humains qui s'appelle Human Rights Watch, qui admet que les rebelles syriens sont responsables d'atrocités. Oui. Alors, c'est comme en Libye, là, c'est la même affaire. Alors, les rebelles syriens, les rebelles libyens, excusez-moi, supposément voulaient libérer la Libye, puis apporter la démocratie, puis là, on s'apprend que ces gens-là torturent, kidnappent des gens, sont des terroristes, commettent des actes systématiques d'atrocité, qui sont de loin pire que n'importe quel régime qui a pu être en place avant. Vous avez des échanges très lourds de coups de feu qui ont fait éruption en Syrie après les tentatives d'assassiner un top général. Alors vous voyez là c'est sérieux là, on vient de rentrer en Syrie de façon officielle là. Là, ça va commencer à débouler pas mal rapidement, là. Donc, plusieurs nouvelles pour vous à aller voir à propos de la Syrie et de la Libye concernant ces affaires-là. Donc, voilà. On va se retrouver la semaine prochaine. On va parler d'Afghanistan. On va parler aussi de santé, comme je vous disais. Parler un peu d'économie encore. Et de bien d'autres choses, chers amis, de bien d'autres choses. Alors, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était François Marchand pour l'autre monde. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao!